Non, j'attends parce qu'il y a quelqu'un qui a dû aller aux toilettes. On va commencer. Eh bien, bonjour, et puis merci d'être venu en ce mercredi après-midi ensoleillé, d'avoir fait le déplacement, c'est chouette pour celles et ceux qui l'ont fait. Donc aujourd'hui, c'est la première journée de la première édition en France du mois des adoptés, puisque ça a déjà commencé en Suisse depuis le 7 novembre, avec donc des projections de films, des tables rondes, des ateliers coiffure pour les enfants et les parents aussi, pour apprendre à s'occuper des cheveux crépus des enfants noirs quand on n'a pas soi-même les cheveux crépus. Et voilà, plein d'autres activités. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on va avoir une discussion sur les liens entre adoption, immigration, et puis aussi entre les différentes formes de féminisme. Et ce que je trouve chouette, c'est que ça va nous permettre de commencer à politiser l'adoption dans l'espace public. Moi, j'ai cherché depuis très longtemps à ce qu'on sorte des discours qui sont soit moraux, soit humanitaires, soit sentimentalistes, ou soit sensationnalistes, c'est-à-dire on se met à parler de l'adoption que s'il y a un scandale dans les médias. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à voir ce sujet comme étant un sujet politique et complexe, de façon plus générale. Donc souvent ce que je fais quand je dois présenter l'adoption et expliquer que c'est un sujet politique, je parle par exemple du côté économique. Une adoption internationale en France aujourd'hui, ça coûte en moyenne 20 000 euros. Donc 20 000 euros, ça veut dire que ce n'est pas accessible à tout le monde d'aller adopter un enfant à l'étranger. Et puis ça veut aussi dire que ce sont des formes de parentalité qui font rentrer, on va dire, l'économie et puis des échanges marchands dans la parentalité, ce qui peut aussi poser des questions éthiques. Et donc, ce qui fait que c'est aussi un sujet politique. Et un autre enjeu politique dans l'adoption internationale, qui celui-ci est complètement impensé, c'est l'enjeu de la migration. Parce qu'on oublie souvent qu'une personne qui a été adoptée à l'international, c'était une personne étrangère, et on l'a fait venir en France. Et d'ailleurs, en France, on délivre des visas spécifiquement pour l'adoption internationale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est mesuré et, on va dire, encadré légalement par le ministère des Affaires étrangères. Donc les personnes adoptées à l'international sont des personnes migrantes et ce sont des enfants et des adolescents qui migrent vers la France par le biais de l'adoption internationale et qui ne migrent pas de leur plein gré, puisqu'en fait, ce n'est pas eux qui font le choix de venir en France. Le choix est fait par les parents qui ont décidé d'adopter un enfant qui est soit originaire d'Haïti, soit originaire de Thaïlande ou du Vietnam ou de Roumanie, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont aussi, par définition, des mineurs isolés, puisque ce sont des personnes qui, dans leur pays de départ, n'ont pas de famille, ou en tout cas ont eu leurs liens qui ont été coupés avec leur famille, qu'elle soit étendue, ou même, on va dire, la communauté, leur pays de départ. Et donc, ce que j'ai trouvé très intéressant de mettre en place pour la discussion d'aujourd'hui, c'est d'arriver à faire ce lien-là, que si les personnes adoptées à l'international sont des immigrés, ou des migrants et des mineurs isolés, pourquoi est-ce que la façon dont on les présente dans l'espace public, dans les médias, et le discours qui est tenu sur ces personnes-là, n'est pas du tout le même que celui qui est tenu par les mineurs isolés qui arrivent tout seuls en France. Et donc quand je dis qu'il n'est pas le même, c'est qu'en plus il est complètement négatif quand il s'agit des mineurs isolés. C'est-à-dire qu'on va généralement, dans l'esprit du grand public, considérer que l'adoption internationale c'est bien, que faire venir ces enfants étrangers en France c'est bien, mais par contre les enfants ou les adolescents étrangers qui arrivent en France par leurs propres moyens, eux, là, tout de suite, c'est moins bien et on va remettre en question leur légitimité sur le sol français, les raisons pour lesquelles ils ont décidé de quitter leur pays de départ, leur poser tout un tas de questions, etc. Donc le point de départ, c'est se dire l'adoption internationale doit être perçue comme une forme de migration forcée au sens de la définition en sociologie de ce que c'est qu'une migration forcée, c'est-à-dire une migration qui ne vient pas, dont la personne qui migre n'est pas l'agent. Donc qui est poussée soit par des conflits internationaux, par exemple, donc les guerres engendrent des migrations forcées, les catastrophes naturelles engendrent des migrations forcées, et puis l'adoption internationale engendre une migration forcée puisqu'on ne peut pas demander son consentement à un enfant ou à un adolescent. En tout cas, ça ne fait pas partie de la procédure d'adoption internationale de demander aux personnes qui sont déplacées si elles souhaitent ou non quitter leur pays de départ. Et la raison pour laquelle je parle de consentement, c'est parce qu'aussi, on ne voit jamais les rapports de pouvoir dans l'adoption internationale. En fait, il n'est pas obligatoire et automatique de déplacer les enfants. C'est parce que les personnes qui adoptent à l'international ont le pouvoir de faire venir les enfants chez eux que ce sont les enfants qui se déplacent. On pourrait complètement imaginer
que les parents adoptants ou les candidats à l'adoption, ben, quand ils veulent avoir un enfant étranger, ce soit à eux de se déplacer. Et moi, je donne souvent cet exemple en disant on prend pour acquis que c'est normal de déplacer les enfants. Mais c'est quelque chose de très particulier parce que ça veut dire faire rompre un enfant avec sa culture d'origine, avec sa langue, avec sa nourriture, et en plus le faire devenir généralement, si c'est un enfant qui vient des pays du Sud global, donc on va dire d'Afrique ou d'Amérique latine ou de certains pays d'Asie, cette personne-là, quand elle grandit, encore une fois, disons au Vietnam ou au Sri Lanka, bah, elle fait partie du groupe majoritaire, elle est sri-lankaise ou vietnamienne. Quand on la déplace en France ou aux États-Unis, bah, d'un coup, elle devient asiatique, et donc là, elle appartient à une minorité. Donc ce déplacement-là, c'est un déplacement qui pourrait être fait par les candidats à l'adoption, qui, eux, deviendraient des minorités, qui seraient des Blancs au Sri Lanka, ou qui seraient des Blancs en Corée du Sud, et qui, du coup, eux, devraient changer leur façon de manger, leur façon de fonctionner, etc., devenir, eux, des étrangers. Ça pourrait être une façon de constituer sa famille par le biais de l'adoption internationale, en faisant soi le voyage. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on fait venir les enfants dans les pays du Nord, et donc ça, pour moi, c'est aussi intéressant de voir de quel côté est le pouvoir. Et pourquoi, encore une fois, un enfant, quand il vient dans un pays du Nord, et donc généralement quand il va être adopté dans une famille blanche, sa venue et sa présence est la bienvenue. Mais par contre, un enfant qui vient des mêmes zones, qui peut venir, encore une fois, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine, mais qui arrive tout seul en France, enfant ou adolescent, lui, par contre, n'est pas le bienvenu. Donc, qu'est-ce qui distingue ces enfants-là, si ce n'est finalement la fonction qu'ils remplissent? Et donc, je vais vous lire vraiment précisément la définition de la migration forcée. Si dans les migrations primaires, c'est la pression écologique qui est à l'origine de la migration, dans les migrations forcées, c'est l'État ou une autre institution qui assume le même rôle. Un deuxième critère qui nous permet de définir les migrations forcées ou contraintes est celui de leur fonction, qui n'est pas définie par le migrant, mais par un agent extérieur. Et donc ça aussi, c'est intéressant parce que la fonction des personnes adoptées, si on le voit dans cette perspective-là, dans cette définition, c'est de rendre possible la fondation d'une famille pour un couple infertile ou pour un couple homosexuel ou transgenre. Et pour les mineurs isolés, ce sont aussi bien les États, du fait des guerres menées par exemple, qui sont à l'origine de leur migration. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à discuter avec nous, quand on aura terminé la discussion entre nous aussi, sur cette impensée de la migration et de la figure du bon ou du mauvais migrant quand on parle des enfants et des adolescents mineurs isolés, s'ils sont, dépendamment qu'ils soient adoptés ou qu'ils soient des mineurs isolés qui voyagent seuls. Donc pour m'aider à réfléchir sur ce sujet aujourd'hui, il y a 3 intervenants. Le premier intervenant sera Diane Malal Koulibaly. Il est étudiant et c'est un ex-mineur isolé. La deuxième intervenante, c'est Maud Anglivielle, qui est avocate spécialisée en droit des étrangers et cofondatrice et présidente de l'association Meltic Pass, qui est une association sportive dédiée aux mineurs isolés étrangers. Et puis Françoise Vergès, qui est politologue et qui va plus spécifiquement nous aider aussi à lier l'histoire de la fonction des enfants ou des adolescents déplacés, puisqu'il y a un épisode dans l'histoire de France qui est le déplacement des enfants de la Creuse, et qui étaient en fait des enfants réunionnais, donc vers une région rurale, la Creuse, qui est aussi quelque chose qui va nous permettre de voir que c'est pas nouveau, cette façon aussi de, un petit peu, on va dire, pas instrumentaliser, mais parfois effectivement donner une fonction aux enfants étrangers ou aux enfants qui ne sont pas en tout cas sur le territoire métropolitain. Donc on va commencer avec Diane, et ma première question, ce serait de savoir, pour vous, adolescents, quelle différence vous avez pu observer entre votre expérience de mineur isolé étranger et celle des adolescents français, parce que vous êtes arrivé en France à 15 ans, c'est ça? 16 ans. À 16 ans. 16 ans. Bonjour, je suis Diane Malal Koulibaly, je suis arrivé en France, j'avais 16 ans, 2 mois. Et quand je suis arrivé en France, j'ai eu quelques renseignements des gens qui m'ont orienté vers la PAOMI. C'est une association qui s'occupait des migrants. J'arrive à la PAOMI, je leur explique ma situation, ils me prennent en charge. Ils me disent qu'ils me prennent en charge pendant 2 mois pour examiner ma situation et savoir comment, pourquoi je suis venu en France. Et pendant ces 2 semaines-là, j'étais là, j'étais pris en charge par eux. Chaque matin, on est là. Le soir, ils nous partageaient dans des hôtels. Il y a des moments où il n'y avait pas de place.
Et le moment qu'il n'y avait pas de place, ils choisissaient quelques jeunes qui allaient dormir ou quelques jeunes qui allaient passer la nuit dehors. Comment ils faisaient ça? Il y avait des stagiaires. Il y avait une fille stagiaire. Genre, s'il restait 2 places, il y avait, ou je sais pas, 10 jeunes ou je sais pas, 5 jeunes qui restaient. Il demandait à la fille stagiaire de choisir qui va dormir et qui va passer la nuit dehors. Et je trouvais ça vraiment pas. Ils ne nous considéraient pas comme des êtres humains, ils nous prenaient comme, je sais pas, comme quoi. Et en plus aussi, on dormait, mais il y a des moments qu'ils ne nous nourrissaient pas, qu'ils ne nous traitaient pas comme. Ils ne nous nourrissaient pas. Genre, on dînait, mais on ne déjeunait pas. Après ce temps, j'ai passé mon audience, une interview, disons. Ils m'ont dit, j'ai attendu après 2 semaines, ils m'ont dit que je vais avoir la réponse après 2 semaines. Et après ces 2 semaines-là, ils m'ont dit non et qu'ils ne pouvaient pas me prendre en charge parce que je suis venu, je n'avais pas de papier ni rien. Je leur dis le trajet que j'ai pris pour arriver aujourd'hui en France. Je suis rentré en France avec des vêtements, c'est déjà beaucoup mieux parce que je ne pouvais pas venir avec des papiers. Et là, il me dit qu'il ne pouvait pas me prendre en charge. Il me donne un refus d'aller faire un recours ou aller au tribunal pour revendiquer que je n'étais pas pris en charge, je n'étais pas reconnu guinéen, mineur isolé. Et pendant ce temps aussi, je ne connaissais pas comment faire le recours, ni rien. Déjà, d'ailleurs, quand j'étais à la PAOMI, j'ai tombé malade. Quand je suis tombé malade, il n'y avait personne qui s'occupait de moi. J'avais les os qui me faisaient mal, tout, je vomissais partout. Il n'y avait personne qui s'occupait de moi. Et je demandais qu'il m'aide à aller à l'hôpital. Ce qu'il pouvait faire pour moi, c'est me donner une adresse. Je venais à peine d'arriver en France. Comment retrouver un endroit, comment chercher une adresse? Je ne savais pas. Je ne savais même pas comment prendre un métro. Et voilà. Après, ils m'ont donné les refus pour retrouver aussi un endroit, l'endroit où il faut faire les recours. Je ne savais pas comment faire. Ils m'ont laissé dans la rue, j'étais malade, je ne connaissais personne. Et grâce aux gens que j'ai rencontrés, j'ai demandé, quand même, je parlais un peu le français, je me débrouillais pas mal. Grâce à ça, j'ai pu obtenir des renseignements. Après, j'ai commencé à dormir à 5h15 et tout. Entre-temps, j'ai fait mon recours. Pendant les recours aussi, il fallait attendre trop longtemps. J'attendais en même temps. Je n'avais pas un endroit où dormir. Je dormais dans la rue. À des moments, je dormais à 5h15. Et ça a pris du temps. Je ne pouvais pas aller à l'école. Je fais un test pour aller à l'école. Je ne pouvais pas aller à l'école tant que je n'étais pas reconnu mineur. Voilà, après, j'ai attendu trop longtemps et j'ai été pris en charge. Quand j'étais pris en charge aussi, je croyais que, vu que j'étais, je sais pas, mineur, je pouvais avoir de suivi et tout, mais il n'y avait aucun suivi. Au Semna, là où j'y allais, c'est la mairie où j'y allais pour mes problèmes. Et il ne faisait rien pour moi. J'étais dans un hôtel. Il n'y avait personne qui s'occupait de moi. Même si je tombais malade, je me débrouillais tout seul. Et j'avais trouvé une école parce que j'étais pris en charge. Le matin, je me réveillais, j'allais à l'école. Si j'avais des documents à signer, il faut que je galère et tout. C'est les associations qui m'aidaient à faire toutes mes démarches. J'ai dormi en hôtel pendant 7 mois, 10 mois, disons. Il n'y avait pas de suivi. Quand j'ai eu des suivis, c'est quand ils m'ont orienté dans une association qui s'appelle Urgence Zen, qui est tout près d'ici. Et là-bas aussi, j'ai eu du suivi, mais c'est pas comme le suivi que j'ai eu.
j'étais tout seul. Je ne sais pas comment dire ça. C'est quand j'ai de difficultés, genre d'aller à la préfecture où je ne pouvais pas aller seul, ou je ne sais pas, j'ai des documents à signer, ces genres de choses. Mais j'étais tout seul, j'habitais seul. C'était pas facile en tout cas. Voilà, aujourd'hui, je suis ma formation, je suis scolarisé et je continue à faire c'est pas des activités que j'aimerais faire, du foot, ces genres de choses. Mais voilà. Ben, merci pour votre témoignage. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que, parce que normalement, dans les textes, dans le droit, en France, on doit accueillir les mineurs isolés. Oui. Et du coup, dans la pratique, c'est pas du tout ce que vous avez rencontré. Et en plus, l'aide que vous avez reçue, c'est celle des associations. Oui. C'est pas de l'aide de l'État. C'est pas l'aide de l'État, oui. Et du coup, pour vos études aujourd'hui, est-ce qu'il y a des conditions qui ont été posées pour que vous restiez? Est-ce que vous avez pu choisir les études que vous vouliez faire? Ou est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être moins libre quand on est un ancien mineur isolé de choisir ce qu'on veut faire comme études ou comme emploi même? En gros, moi, parce que j'ai fait les études que j'aimerais faire, parce que j'ai réussi à trouver un employeur qui voulait me prendre en apprentissage. Au début, j'étais en classe d'accueil. Après, j'ai connu des gens qui m'ont aidé, comme elle, Maud Angliviel, qui m'a aidé à trouver un patron qui veut me prendre en charge parce que je voulais faire la mécanique. Et heureusement, lui, il a pu me prendre en apprentissage. Du coup, je fais la mécanique, quoi. C'est un métier que j'ai choisi moi-même. Après, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des cas de vos amis, des personnes que vous avez rencontrées sur votre parcours qui, eux, ont plus de mal à choisir ce qu'ils veulent faire comme études ou les conditions dans lesquelles ils peuvent rester? Oui, il y a plusieurs choses que tu ne peux pas faire. Genre, si tu demandes certaines formations, tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas français. J'ai un ami, il voulait faire boucherie. Ils l'ont pas accepté parce que ce n'était pas un français. Ils disent qu'il le faut du papier français pour pouvoir faire ça. C'est hors des conditions, quoi. Ouais. Et du coup, de votre expérience, qu'est-ce que vous recommanderiez justement à l'État ou même aux associations? Parce qu'apparemment, même dans les associations qui vous ont pris en charge, tout ne fonctionne pas. Du coup, est-ce que, par exemple, ce serait possible que vous alliez, vous et d'autres aussi anciens mineurs, que vous alliez leur donner une liste des choses qui ne fonctionnent pas, qui pourraient faire mieux? Parce que ça, ce serait utile aussi qu'on vous entende spécifiquement sur ce qui devrait changer, quoi. En gros, moi, j'ai réclamé beaucoup de choses. J'ai une suivi avec mon éducatrice. Je leur parle pas mal de choses. Avoir, quand j'étais mineur, j'étais seul. Avoir des activités, de faire du voyage, de découvrir, de ne pas rester tout seul, c'est vraiment difficile. Surtout quand je venais d'être pris en charge, j'avais des problèmes psychologiques, je voyais un psychologue et tout, j'arrivais pas à dormir et tout. C'est des moments que tu en as besoin de suivi, de personnes qui est près de toi. Parce qu'il y en a eu des jeunes qui se sont suicidés parce que ça n'allait pas pour eux. Et imaginez une personne, je ne vais pas rentrer dans le détail, tu as vu plein de choses. Et aujourd'hui, tu arrives ici, tu as des problèmes, tu n'as pas de suivi, c'est vraiment pas bien. Et moi, ce que j'aimerais dire aux associations qui nous prend en charge, qui nous aide vraiment. Parce qu'il y a un moment, j'ai appelé mon éducatrice, c'était par rapport à mes documents, mes papiers administratifs. Je les rappelle, elle me dit, vous savez, M. Koulibaly, mon numéro, il ne faut pas m'appeler ici et tout. Et là, je pète un câble. Je dis non, si c'est urgent,
je vous appelle. Parce que pour moi, vous représentez, vous êtes mon éducatrice. Si je ne vous appelle pas, vous, qui je pouvais appeler alors si j'ai un problème? Moi, je dis, à n'importe quelle heure, j'ai un problème, je vous appelle. C'est ça, ça sert à ça d'avoir quelqu'un qui te suit. Sinon, ça sert à quoi? Je ne sais pas. Du coup, ça me fait une assez bonne transition parce que justement, je pense que Maud, comme aussi vous êtes plus du côté des institutions, et en même temps à faire le dialogue entre les institutions, vraiment l'État, pour ce qui est les demandes d'asile, etc. Et puis je pense aussi le lien avec les associations qui aident les mineurs isolés. Peut-être qu'aussi vous pouvez parler de en quoi l'État ne remplit pas ses fonctions de protection vis-à-vis des mineurs isolés, mais aussi en quoi l'État peut-être ne finance pas assez les associations pour leur donner les moyens d'assurer un suivi qui soit correct pour les mineurs isolés. Oui. Alors c'est vrai qu'il faut faire une distinction très nette entre les associations comme celle dont tu as parlé, Diane Malal, donc, qui s'appelle la PAOMI, mais qui était gérée par France Terre d'Asile et qui aujourd'hui maintenant, en fait c'était une sorte d'appel d'offres fait par le département pour prendre en charge l'évaluation des mineurs isolés étrangers. Et donc il faut vraiment distinguer ces associations-là qui travaillent au nom de l'État des associations qui viennent en aide aux mineurs isolés étrangers, mais en dehors de toute délégation de la part de l'État. Donc c'est vrai que pour comprendre la problématique des mineurs isolés étrangers, c'est important d'abord de revenir sur le fait que le droit français ne fait pas de distinction en principe selon la nationalité du mineur. Il n'y a pas de distinction d'accès au droit en principe entre un mineur étranger et un mineur français. En réalité, ce qu'on constate sur le terrain est très très différent, et c'est ce que le récit de Diane Malal permet de montrer, c'est que déjà, si dans les textes, un mineur privé de façon temporaire ou définitive de la protection de sa famille qui est sur le territoire français, si en principe il doit être protégé par les services de la protection de l'enfance, si c'est le cas dans les textes, en pratique ce n'est absolument pas le cas. D'abord parce que déjà le bénéfice de cette protection n'est pas acquise, et c'est ce que Diane Malal raconte quand il parle de toute cette phase d'évaluation faite par la PAOMI, où donc ces associations sont chargées d'évaluer si le jeune rentre dans les critères de la protection de l'enfance, c'est-à-dire qu'il est mineur et isolé. Ça, évidemment, un jeune Français qui relève de la protection de l'enfance n'a pas à démontrer sa minorité et son isolement. C'est souvent quelque chose qui va de soi. Et en revanche, pour les mineurs isolés étrangers, il y a toute une procédure dérogatoire qui est mise en place. Et donc cette procédure, comme je le disais, est gérée par des associations. C'est le cas à Paris parce que c'est les départements qui sont en charge de la protection de l'enfance. Et donc le département de Paris a délégué cette évaluation d'abord à France Terre d'Asile et aujourd'hui à la Croix-Rouge. Et donc ces associations mènent des entretiens avec les mineurs, des entretiens qui peuvent durer plus ou moins longtemps pour évaluer donc leur isolement et leur minorité. Et à partir de ce moment-là, ils prennent une décision. Il faut savoir qu'en moyenne, il y a plus de 80% de refus à ce stade de la première évaluation. Et une fois le refus pris, le jeune se retrouve dans une situation de précarité extrême, c'est-à-dire qu'il est remis dehors. Et là, le seul recours qui lui reste, c'est de faire appel à un juge, au juge des enfants, pour demander que le juge prenne une mesure éducative. Et ça, ce sont des procédures devant le tribunal pour enfants qui sont extrêmement longues et durant lesquelles, la plupart du temps, les jeunes ne sont pas protégés. Donc déjà, cette procédure, elle est assez compliquée et même pour une personne française, c'est très compliqué de comprendre qui sont les interlocuteurs parce que voilà, il y a des associations, un juge, des procureurs, enfin ça peut être assez complexe et donc pour un mineur isolé qui vient d'arriver en France, c'est d'autant plus compliqué. Et du coup, à la fois
au moment de l'évaluation qui peuvent donner lieu à des pratiques abusives, comme Diane Malal en a parlé. En principe, le département et donc les associations sont obligés de protéger le jeune pendant cette évaluation et de le mettre à l'abri, de lui donner de la nourriture, de lui permettre de dormir quelque part. Comme il raconte, voilà, les places sont limitées et donc ça peut donner lieu à cette histoire de la stagiaire qui décidait qui sur les 10 allait dormir à l'hôtel ce soir-là. Ensuite, donc évidemment, les moments de plus grande précarité, c'est à partir du moment où s'il y a une décision de refus, où là, le jeune ne va pas pouvoir avoir accès à l'hébergement parce que si, en principe, par exemple, les dispositifs d'aide sociale, comme par exemple le 115, c'est réservé aux majeurs. Or, ces jeunes-là ont une date de naissance, des documents d'identité qui les disent mineurs. Donc, ils peuvent, en principe, pas avoir accès à ces structures. Donc, bon, on voit que certains réussissent quand même à y avoir accès, mais voilà, ils sont dans une espèce de zone grise où on ne les protège pas. On leur dit, d'une part, qu'ils ne sont pas mineurs parce que ça peut être différentes raisons, et on reviendra dessus si ça intéresse le débat, mais des raisons qui peuvent être totalement contradictoires et où on sent bien que ils sont d'abord considérés comme des migrants indésirables bien avant d'être regardés comme des enfants à protéger. Ça, c'est une évidence tout au long de la procédure. Ils sont d'abord vus comme des étrangers avant d'être vus comme des mineurs, et c'est à eux d'apporter toutes les preuves de leur minorité, et ce n'est pas les autorités qui vont les aider là-dessus. Donc voilà, donc tout au long de cette procédure d'évaluation de la minorité et de l'isolement, les droits fondamentaux des enfants, donc que ce soit le droit à la santé, le droit à la scolarité, même on pourrait parler aussi d'une forme de droit au loisir, tout ça n'est absolument pas respecté. Aujourd'hui, c'est assez, faudrait rentrer en détail à chaque fois, mais même s'il n'y a pas d'obligation d'être prise en charge pour pouvoir être scolarisé, aujourd'hui le rectorat demande qu'il y ait eu une prise en charge avant de bien vouloir accepter le jeune. Donc quand ils sont en procédure devant le juge des enfants, c'est extrêmement compliqué pour un mineur isolé d'être scolarisé. Ensuite, le droit à la santé, sans responsable légal, donc c'est le cas des mineurs isolés étrangers, sans responsable légal, en principe, on ne peut pas recevoir de soins qui ne soient pas urgents, parce qu'il faut l'accord du responsable légal. Et donc, ça peut donner lieu à des situations extrêmement complexes et problématiques. Et en fait, malheureusement, toutes ces lacunes sont abordées, enfin les seules personnes qui essayent de se battre pour permettre à ces jeunes d'avoir accès à des droits les plus élémentaires, ce sont que des associations privées et qui ne travaillent pas pour le compte de l'État. Et donc voilà, donc ça c'est tout au long de la procédure. Ensuite, comme disait Diane Malal, au moment de la prise en charge, même quand il y a une mesure d'assistance éducative, là on constate sur le terrain des différences énormes entre les mineurs isolés étrangers et les mineurs qui relèvent de la protection de l'enfance. On voit mal un jeune Français être laissé seul à 15-16 ans dans un hôtel sans aucun suivi, avec uniquement des tickets pour aller acheter un kebab et manger des kebabs matin, midi et soir, sans aucune activité extrascolaire proposée, et uniquement une inscription à l'école, et le reste, c'est à lui de le demander, et s'il ne le demande pas, personne ne viendra lui proposer, quoi. Donc même à ce stade-là, on constate donc des différences qui prouvent bien que cette indifférence de nationalité dans les textes, en pratique, n'est absolument pas constatée.
parce que j'avais éteint le micro pour éviter un Larsen. Et du coup, j'en profite aussi pour faire un petit point historique, puisque dans l'histoire de l'adoption internationale aussi, il y a eu une grosse différence entre le traitement des enfants étrangers et des enfants français, puisque dès les débuts, dès les années 70, un agrément était obligatoire pour adopter un enfant en France, un enfant français, alors qu'il a fallu attendre 85 pour que l'agrément soit obligatoire pour l'adoption des enfants étrangers. Et donc je pense qu'il y a vraiment tout un historique aussi de la discrimination entre les enfants nés en France et les enfants nés à l'étranger quant au déni de droit. C'est-à-dire que la question de l'agrément, un agrément pour adopter, c'est quelque chose qui fait que vous allez subir une enquête sociale, une enquête psychologique, on va aussi regarder l'état de vos comptes, etc. On va dire... Ce qui motive la mise en place d'un agrément, c'est une forme de sélection des candidats à l'adoption pour s'assurer que quand on trouve une famille pour un enfant et donc qui est aussi un mineur isolé et qu'un enfant étranger, on va lui trouver une famille effectivement qui est saine et qui lui permet d'avoir un développement heureux. C'est intéressant de voir qu'il a fallu à peu près, il y a eu une bonne presque quinzaine d'années entre la mise en place de l'agrément pour les enfants français et celle de la mise en place de l'agrément pour les enfants étrangers. Mais je pense que voilà, ça, il y a toute une histoire du déni de droit et une histoire du traitement différencié en fonction des origines et donc de savoir finalement qui a le droit d'être un enfant. Qui a le droit d'être un enfant, qui a le droit d'être un adolescent et qui a le droit d'être protégé ou non quand il est sur le territoire français. Et donc je pense que c'était très important que vous fassiez toutes ces précisions, Maude. Et je voulais justement peut-être savoir plus d'un point de vue, on va dire, personnel, comment est-ce que c'est possible de concilier la carrière d'avocate, parce que vous avez aussi des responsabilités, puis je pense à un certain niveau jusqu'auquel vous pouvez vous exprimer aussi sur ces questions-là. Et je pense par exemple au fait que récemment, le GENEPI, qui est donc une association qui fait du travail en milieu carcéral depuis plusieurs décennies, etc., s'est vu retirer sa subvention de l'État, puisque effectivement ils avaient pris une posture peut-être beaucoup plus critique vis-à-vis de la politique carcérale de l'État, et donc le GENEPI, qui fait du travail de terrain extrêmement important, s'est vu retirer sa subvention. Et donc je me demandais un peu comment ça se passe pour vous en tant qu'avocate, qui êtes aussi fondatrice de cette association Melting Pass et puis qui participait aujourd'hui, savoir un petit peu comment on négocie justement entre une institution qui ne remplit pas on va dire ses obligations, vos propres obligations professionnelles et puis vos engagements, on va dire, humanitaires ou en tout cas politiques, quoi. Ouais. Alors, c'est deux choses un peu distinctes, effectivement, l'intervention juridique et l'association, parce que du coup, Melting Pass, c'est une association de football, parce que on a constaté, en venant en aide aux mineurs isolés, que le règlement de la Fédération française de foot empêchait les mineurs isolés étrangers de s'inscrire dans des clubs de foot normaux, parce que sans responsable légal pour signer leur licence, ils ne pouvaient pas avoir accès. Donc on a créé une association pour leur permettre de jouer au foot et de jouer des championnats, etc. Pour dire que même quelque chose qui paraît aussi trivial que de s'inscrire dans un club de foot leur est refusé. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'engagement purement associatif, effectivement, ce qui s'est passé pour le GENEPI et le retrait des subventions, c'est quelque chose qui est très inquiétant du point de vue des associations qui travaillent pas forcément complètement dans le sens des politiques publiques actuelles. Nous, on a par exemple, on a obtenu un terrain grâce à la mairie de Paris, mais la mairie de Paris, avec laquelle on a des relations parfois un petit peu compliquées, étant donné que l'adjointe à la mairie de Paris, Dominique Versini, en charge de la protection de l'enfance, est donc chargée de toute cette question de l'évaluation des mineurs isolés, et donc on n'est pas très d'accord, on va dire. Donc jusque là, voilà, ça n'empêchait pas, le débat restait ouvert. C'est vrai que la jurisprudence entre guillemets GENEPI pose question et interroge sur l'avenir et nous inquiète un petit peu. Ensuite, en tant que pour l'intervention de la défense des droits des mineurs isolés en tant qu'avocat,
on ne peut pas vraiment parler de travail avec les institutions, parce qu'à partir du moment où le jeune a besoin de l'intervention d'un avocat, c'est qu'on est dans une phase de blocage. Ce qu'on peut constater, même si moi j'ai pas une pratique, c'est assez récent, mais je travaille dans un cabinet d'avocats depuis un petit peu de temps, mais c'est qu'il y a quand même un durcissement du contentieux au niveau des mineurs isolés étrangers et une judiciarisation un peu globale, en fait, à tous les niveaux. On peut trouver maintenant des blocages qui n'existaient pas forcément avant, mais par exemple, on est parfois obligé de faire du contentieux parce que le jeune ne va même pas réussir à avoir accès à l'évaluation. On va le refuser, le vigile du DEMI, donc du dispositif d'évaluation de la Croix-Rouge, va l'empêcher de rentrer à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir avoir une évaluation, parce qu'il va lui dire maintenant tu t'es pas mineur, je le vois, va-t'en, c'est une tentative de fraude. Et donc là, parfois, on est obligé d'aller saisir le juge administratif pour obliger la Croix-Rouge à donner un rendez-vous aux jeunes pour avoir une évaluation, sachant qu'il y a un risque de rejet, comme je disais, qui est extrêmement important. Donc peut-être qu'ensuite, il va falloir saisir le juge des enfants, donc à nouveau le concours d'un avocat pour aller saisir même si le jeune peut le faire lui-même en théorie, mais c'est quand même mieux qu'il soit accompagné dans ses démarches. Mais donc voilà, parfois même au niveau de la prise en charge, l'ASE va refuser, l'aide sociale à l'enfance va refuser de signer le contrat d'apprentissage. Et donc là aussi, il faut faire un contentieux juste pour permettre la signature du contrat. Donc ça montre à quel point les relations sont tendues et où finalement le suivi des jeunes est compliqué et pose des difficultés. Alors ensuite, après, en tant que, les avocats qui assistent les mineurs isolés de manière militante, la plupart du temps, donc ils ont quand même accès à l'aide juridictionnelle et donc c'est comme ça que se finance, même si c'est extrêmement bas et il y a un débat important au sein des différents barreaux sur le montant de l'aide juridictionnelle. Mais du coup, défendre les mineurs isolés dans ces conditions relève de l'acte militant bien plus que... ça permet pas de tenir un cabinet, quoi. Et en dernière question sur ce sujet, il y a aussi le fait que, justement, il semblerait qu'il y ait quand même des stratégies aussi à devoir adopter vis-à-vis des institutions et de l'État pour avoir plus de chances de rester. C'est pour ça aussi que je demandais un peu à Diane s'il avait pu vraiment choisir de faire les études qui l'intéressaient, parce que moi j'ai eu aussi de nombreux récits d'amis qui travaillent soit comme avocats ou qui travaillent dans des associations de soutien aux mineurs isolés, sur le fait qu'on va plus facilement aussi orienter les mineurs isolés vers des professions que les Français ne vont pas vouloir faire, ou des métiers plus pénibles, plus difficiles, s'ils veulent pouvoir aussi rester. Donc ça aussi, ça constitue quand même un autre déni de droit, c'est-à-dire sur le long terme. Il s'agit non seulement de la difficulté de la prise en charge, du déni de droit quand on vient d'arriver, etc., mais aussi sur le long terme, s'inscrire à l'université, par exemple, pour un ancien mineur isolé, ça ne semble pas vraiment une chose aisée. Donc est-ce qu'on peut juste parler un petit peu de ça, parce que ça me permettra ensuite d'aller vers Françoise, et justement sur cette question un peu de la commodification de certains jeunes et de la façon dont on les voit comme ne pouvant être utiles que si on peut les caser dans un endroit bien particulier. Oui, alors c'est vrai que là, du coup, ça soulève une autre problématique qui est celle, une fois la majorité obtenue, une fois que le jeune a 18 ans, la question se pose de la régularité du séjour. La question ne se posait pas tant qu'il était mineur. Et alors là... ils peuvent bénéficier d'une suite de la prise en charge s'ils obtiennent un contrat jeune majeur. Et pour ça, il faut justifier d'une formation et d'une formation professionnalisante. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour un jeune de pouvoir poursuivre en dehors de formation purement professionnelle. Et ils vont être très, très nettement encouragés à aller dans des métiers, dans des formations très professionnalisantes comme des CAP ou des bacs pro. Et ensuite, même en termes de spécialité dans ce CAP, on va parfois leur indiquer clairement les domaines
où le marché de l'emploi a besoin de personnel. Et s'ils n'ont pas eux-mêmes trouvé un employeur capable de leur signer un contrat d'apprentissage, etc., ils vont être très très nettement orientés dans la direction de ce métier. Donc je sais pas, par exemple en logistique, les couvreurs aussi, je vois beaucoup de jeunes orientés vers ces métiers-là. Donc après, je ne sais pas à quel point c'est spécifique aux mineurs isolés et étrangers. La protection de l'enfance, en général, a des contraintes budgétaires et donc essaye au maximum de faire sortir rapidement les jeunes du dispositif. Et donc, les études longues ne sont pas du tout encouragées. Et le but est de rendre le jeune indépendant le plus rapidement possible, indépendant financièrement. Et oui, et donc du coup, ça oui, je trouve que c'est quand même une assez bonne entrée en matière pour qu'on discute de l'épisode des enfants de la Creuse, Françoise. Donc si tu veux bien nous expliquer déjà un peu, faire un retour historique sur ce qui s'est passé, et puis aussi en quoi pour toi ça résonne avec ce qu'on vient d'entendre. Oui, alors... Bon, je vais commencer par l'épisode. J'avais des réactions, mais je vais commencer par l'épisode. Donc, dans les années 60, à l'île de la Réunion, des assistantes sociales vont aller dans les familles pauvres, très pauvres, et les plus souvent familles racisées, arracher des enfants, mais même des bébés, à ces familles, sous prétexte que ces familles ne s'en occupent pas bien, en mentant aussi aux parents, mais en leur mentant complètement, en disant on prend votre enfant pour l'envoyer en France, pour lui assurer une éducation, une formation de médecin, d'ingénieur, enfin des choses comme ça. Et certains, les parents sont très souvent analphabètes, on ne retrouve même pas de signature en face, on ne leur explique pas exactement de quoi il va être question. À l'enfant non plus, l'Église va servir d'intermédiaire, va rassembler ces enfants avant qu'on les renvoie en France, où ils seront mis d'abord dans des foyers, dans la Creuse surtout, c'est pour ça qu'on les appelle les enfants de la Creuse, beaucoup en Creuse, département complètement dépeuplé, et c'était pour repeupler. Certains vont se terminer garçons ou filles de ferme dans des situations absolument terribles d'exploitation, de leur travail, mais d'exploitation sexuelle aussi, subir des viols, un énorme isolement, une énorme solitude, le sentiment d'avoir été abandonnés par leurs parents, étant coupés de leurs parents pendant des années. Certains, à 50 ans, ont entrepris la recherche de leurs parents, retrouvé leurs parents. Énormément de situations psychiques très lourdes, de traumatismes très profonds, de suicides, d'isolement, enfin d'impossibilité de construire une famille à son tour. Donc vraiment une profonde destruction par l'État. Et vraiment, et qui rappelle aussi évidemment ce qui s'est passé en Australie avec les enfants aborigènes, au Canada avec les enfants amérindiens, aux USA avec les enfants amérindiens, en Argentine aussi, parce que tu parlais de la guerre, je pensais aux enfants des jeunes que la dictature militaire avait arrêtés, les jeunes femmes qui étaient enceintes et les enfants qui ont été pris et donnés à des familles de militaires, enfin des choses. Et donc les enfants de la Creuse, c'est vraiment un des crimes de l'État français, hein, tout à fait soutenu par l'État français. Tout à fait soutenu, on retrouve tout à fait les lettres avec le ministère de la famille et de l'enfance en France. Donc ce n'était pas du tout quelque chose de caché dans un coin. 2500 enfants ont été donc touchés, ce qui était énorme par cela. Ils ont obtenu tout juste une reconnaissance de l'État d'avoir une responsabilité morale dans cette affaire, mais aucun n'a eu de réparation. Et je voulais d'ailleurs terminer sur à quel point aussi l'effacement de cette histoire, parce qu'ils avaient obtenu à un moment donné d'avoir un monument à l'aéroport de l'île de la Réunion, c'est-à-dire de là où ils partaient, un petit monument qui montrait. Et donc ce monument se trouvait devant l'aéroport, quand on sortait, on le voyait. Et des personnes ont protesté parce qu'en disant que c'était pas bien du tout pour les touristes de voir ça en arrivant, que c'était pas très très bien comme accueil, il valait mieux quand même l'île tropicale. Donc le monument a été déplacé et mis dans un coin et tu vois ce truc en passant. Je veux dire, si tu t'approches pas, tu comprends même pas ce que c'est. Tu vois 2 enfants avec une valise, tu te dis tiens, c'est 2 enfants avec des valises. Donc en plus, non seulement
c'est même cela, il ne faut même pas que ça soit dit, quoi. Il ne faut même pas que ce soit montré. Donc ça reste tout à fait réprimé. Mais je pensais justement, à partir de ce que tu disais, etc., et puis à partir de ce qu'on entend, c'est mais qui a droit à l'enfance? Qu'est-ce qu'un enfant finalement? En fait, on parle de l'enfant et de l'enfance, mais il y a des personnes qui n'ont pas droit à cette enfance, qui n'ont pas droit à l'enfance, qui n'ont pas droit au statut d'enfant. Donc, toutes les entraves que vous découvriez, c'est que de toute façon, eux, ils n'ont pas le droit. Et alors, on vit dans un monde où il y a une multiplication de protection de l'enfant, de l'enfant, mais du bon enfant. Donc il y a un bon enfant qui, lui ou elle, a droit à une énorme protection aujourd'hui dans les sorties d'école, dans les cours d'école. Enfin, il y a une multiplication, comment on les traite, tout ça, qu'il faut les soutenir psychologiquement, à la moindre chose, il y a des cellules. Et des millions d'enfants qui n'ont absolument pas droit à cela. Et je pense, ça aussi, c'est même quand on dit les droits de l'enfant, d'abord, ces droits de l'enfant ont été conçus par qui? À partir de quelle conception de l'enfance, déjà? Ça a été fait en Occident, c'était donc la conception même de ce que c'est que l'enfant. Et ensuite, cette multiplication de lois de protection ne me semble pas du tout en contradiction avec le fait que d'autres soient très maltraités. Parce qu'en fait, finalement, on décide qui a le droit d'être enfant et qui n'a pas le droit. Donc il y aurait peut-être même une couleur de l'enfance d'une certaine manière. On voit bien, par exemple, comment sont traités même les enfants de la fameuse caravane qui viendrait aux États-Unis, où finalement, s'il leur arrive des choses, le gouvernement américain dit « mais c'est la faute des parents, ils n'auraient pas dû emmener les enfants dans une chose comme ça ». Donc, de toute façon, il y a vraiment une construction de quel est le bon enfant, le bon père, la bonne mère, la bonne famille, qui revient à cette histoire des enfants de la Creuse que tu soulignais. C'est-à-dire qu'il y avait décidé aussi que ce n'était pas des bonnes familles pour les enfants, qu'ils ne s'occupaient pas bien de leurs enfants. Mais au nom de quoi? Qui avait donné les critères de comment? Donc ça pose aussi du coup les questions des parents, de la parentalité. Qui sont les bons parents? Qui décide qui sont les bons parents? Et comment il faut... Bon, puisque dans beaucoup d'histoires, les enfants de la Creuse qui ont été aussi donnés en adoption, ou par exemple en Australie ou ailleurs, c'est à partir d'une décision de ces familles ne sont pas bonnes pour les enfants. Donc on va les mettre dans des bonnes familles. Où elles vont. Donc, comme tu le disais, c'est vraiment une question politique au sens des arrangements, en fait, tout un discours idéologique qui entraîne des politiques sur qui a droit à une enfance, qui a le droit d'être parent, et évidemment, donc, d'un côté, les enfants qui ne doivent surtout pas être dans la solitude et l'isolement, et ceux qu'on peut laisser dans un total isolement et dans une totale solitude, ce qu'on a entendu, et qui est vraiment... et la violence qu'il y a, parce qu'il y a 10 fois plus, enfin, ou 100 fois plus d'enfants qui vivent dans la violence et l'isolement et la solitude que d'enfants qui ne vivent pas. Je veux dire, tous les enfants migrants qu'on voit aussi arriver en France, tous les mineurs, et à qui tout ce que vous racontiez, c'est-à-dire de les empêcher même d'être des mineurs, quoi, d'avoir à constamment à prouver. Et alors qu'aujourd'hui, un enfant de 16 ans est considéré en France comme un tout jeune adolescent, à qui il faut vraiment, on va l'emmener faire son piano, puis je veux dire, c'est vraiment, c'est pas du tout, et alors que là, on les considère comme des adultes. Donc je pense que cette histoire d'empêcher l'enfance et d'empêcher aussi la construction de liens familiaux est quelque chose donc, qui est établi depuis l'esclavage, hein, si on veut parler historiquement. Mais je pense empêcher de faire famille et empêcher d'être enfant et empêcher d'être parent selon des critères qui ont été établis dans un endroit très précis du monde et selon des conceptions de ce que c'est que la famille, en fait, bourgeoise, patriarcale, hétéronormée, et pèse aussi en fait sur ces politiques. C'est vraiment, c'est pas simplement de les embêter, c'est qu'il y a aussi une idée de ce que un jeune qui arrive du continent africain qui a 16 ans, non seulement il est étranger, comme vous le disiez, mais il n'a pas le droit non plus à être un enfant. Il y a quelque chose d'une conception de qui sont les enfants et qui sont encore fragiles, qu'on peut soutenir, et ceux qui peuvent tout à fait se débrouiller quand on les met dans la rue, et qui rejoignent des tas de conceptions, d'autres conceptions ethno-racistes de ce que sont les enfants, les familles. Donc je pense, quand tu posais au départ l'idée, comment dire, l'enjeu politique, je crois que
très important, c'est-à-dire c'est pas politique simplement au sens économique, mais c'est aussi à ce sens d'une division du monde entre les enfants qui ont le droit à la protection et ceux qu'on peut tout à fait laisser dans la solitude, l'isolement, la dureté, et c'est à eux de s'en sortir. Que les deux choses, en fait, c'est vraiment une division de l'humanité toujours qui s'opère. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi dans la question des enfants de la Creuse, c'est la notion du migrant utile. C'est pour ça que dès le départ, j'ai demandé effectivement la question du choix des études et de l'emploi qu'on peut avoir ensuite. Parce qu'il y a aussi cette idée que quand on est une personne, par exemple, adoptée, on ne vous demande pas spécialement d'être utile à la société, où on part du principe que, de fait, puisqu'aussi vous entrez dans une famille blanche, hétéronormée, française, etc., bon, bah, vous remplissez une fonction qui est celle aussi qui est une fonction nataliste. On est dans un pays qui quand même a envie d'avoir une population grandissante, etc. Donc, quelque part, vous êtes un migrant utile quand vous êtes une personne adoptée à l'international. Et ce que moi, je remarque dans la façon aussi dont sont traités les mineurs isolés, c'est qu'ils sont considérés comme n'étant pas utiles, sauf peut-être arrivés à l'âge adulte ou à la majorité, s'ils acceptent de choisir de faire des métiers qui sont les métiers les moins privilégiés par les Français. Alors là, peut-être ils deviennent des migrants utiles, mais en fait, en plus de se voir refuser le statut d'enfant quand ils sont mineurs, ils se voient aussi refuser le statut d'être... Parce qu'un mineur, c'est pas utile. Un mineur, ça va à l'école, ça a éventuellement des besoins, mais ça ne remplit pas de fonction. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça. C'est qu'il y a une façon aussi de non seulement retirer le droit à l'enfance, mais de considérer que vous n'êtes pas vraiment utile. Et peut-être que finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Diane, mais est-ce que vous avez l'impression peut-être que c'est pas facile, mais qu'en fait, d'être devenu majeur, ça a amélioré votre situation, peut-être par rapport au moment où vous étiez mineur? Je peux dire que oui, un peu ça a amélioré ma situation quand j'étais mineur, mais je ne sais pas comment dire. Quand j'étais mineur, je ne connaissais pas encore la France autant que je suis majeur aujourd'hui. Quand j'étais mineur, je me débrouillais beaucoup parce que je ne m'attendais pas qu'aux associations ou je ne sais pas qu'ils m'aident et tout. Parce que de toute façon, ils m'ont pas... Ce qui m'a donné la priorité, c'est parce que j'étais pris en charge par l'État. Je pouvais avoir des choses en fonction de ça. Mais sinon, s'ils avaient des difficultés, je faisais face au bénévolat. C'est ce qui m'aidait. Et aujourd'hui, je suis majeur. Je peux faire des choses. Je peux choisir des choses moi-même parce que je suis libre aujourd'hui et je peux choisir ce que je veux. Mais quand j'étais mineur, c'était pas pareil. J'étais là, mais certaines choses, je ne pouvais pas choisir moi-même. C'était à eux de choisir à ma place. Mais pour les enfants de la Creuse, je pense aussi qu'on était dans une autre époque, donc on les a envoyés. Ils pouvaient servir de garçons de ferme, quand je disais, ou les filles de domestiques. Parce qu'il y avait une conception aussi là de remplir des fonctions justement, alors qu'aujourd'hui c'est de trop, quoi. C'est en trop, c'est un peu ce que tu dis, donc il n'y a même plus cette fonction. Et je voulais rappeler que quand même l'endroit où il y a le plus grand nombre de mineurs isolés, c'est Mayotte. C'est le plus grand nombre de mineurs isolés, c'est dans ce département français de l'océan Indien, où c'est mêlé justement à toute une politique où on est en train de transformer, même par rapport à ce que dans tout le contexte que tu dis, la problématique que tu poses, où la proposition de transformer le droit du sol est faite. Et je me demande jusqu'à quel point c'est pas en train de servir de laboratoire pour venir ici. C'est-à-dire le droit du sol, c'est quand on est, enfin bon, on est en France, on est français. Et à Mayotte, ils sont en train de... je pense que c'est déjà fait, non? C'est-à-dire, ce n'est pas... Quand vous naissez à Mayotte, vous n'êtes plus automatiquement français aujourd'hui. Je crois que la maternité veut... Ou alors qu'ils veulent donner à la maternité un statut extraterritorial. C'est-à-dire que les femmes comoriennes venant accoucher, leurs enfants ne sont pas automatiquement français, ne seront pas automatiquement français. Je ne sais pas si c'est déjà en place, mais en tout cas, ça va être en place, ça c'est sûr. C'est absolument évident. Et donc, il commence à se dire qu'il y a des trafics d'enfants, c'est-à-dire qu'on demande à des femmes, de renoncer à leur enfant à la naissance
et que certains entrent dans le circuit d'adoption, selon des médecins qui m'en ont parlé. Mais le scandale n'a pas encore éclaté. Mais justement, qu'est-ce qui se passe aussi alors là-bas, ils sont exactement ce que tu dis, ils sont de trop. Ils sont vraiment de trop, quoi. Ni comme enfants, ni comme personnes utiles, ni comme personnes inutiles. Ils sont de trop. Okay. Bah, de toute façon, effectivement, ce qui va dire, on va dire, les conditions qui rendent possible aussi l'adoption internationale, c'est effectivement, en général, les 4 grandes conditions, ce sont soit les guerres, soit les famines, soit les catastrophes naturelles, soit les épidémies, qui font que dans un pays donné, à un moment donné, il va y avoir des groupes d'enfants isolés qui vont être disponibles pour l'adoption internationale. Et du coup, ça va être intéressant aussi de voir, dans un sens effectivement grave et triste et pas juste théorique, mais ce qui va se passer à Mayotte. Parce que généralement, c'est aussi dans des cas de déni de droit ou de moments de flou comme ça, où on va créer la condition pour qu'il soit effectivement plus, on va dire, pas pratique, mais où en fait le seul recours pour certaines familles va être de se séparer de leurs enfants s'ils veulent que ces enfants aient une chance, et d'un coup il va y avoir un groupe d'enfants disponible pour l'adoption internationale ou même nationale, du coup, parce que d'un coup en fait ils seront français parce qu'ils sont quand même à Mayotte, et que s'ils sont à destination de l'adoption, là on leur refusera pas la francité. Donc ça va être intéressant à observer pour voir si c'est ce qui se passe et qu'il y a une recrudescence d'enfants disponibles pour l'adoption à Mayotte. Effectivement. Alors je voulais juste donner deux précisions par rapport ou références à ce que tu as dit, puisqu'il y a un film qui s'appelle L'Histoire officielle, c'est un film de Luis Fuenzo, qui est un film des années 80, je crois de 89, justement sur ces histoires de placement des enfants, des desaparecidos en Argentine, qui souvent étaient placés dans des familles militaires, donc c'est-à-dire que c'était des enfants dont les parents avaient été tués par la junte militaire en Argentine, qui se retrouvaient ensuite placés chez les tortionnaires de leurs parents. Et donc, effectivement, les conséquences que ça a pu avoir, sachant que l'Argentine a été un des premiers pays, justement, où des adoptés adultes ont fait des procès contre leurs parents quand ils ont découvert que leurs parents adoptants étaient en fait les personnes qui avaient mis fin au jour de leurs parents, de leur famille biologique. L'histoire officielle. Et le pitch, c'est que ça suit l'évolution d'une professeure d'histoire qui est mariée avec un dignitaire de la junte et qui découvre que sa fille, en fait, vient de l'histoire des enfants des desaparecidos, etc. Une fille qu'ils ont adoptée des années plus tôt. Et puis sur la question de la caravane aussi aux États-Unis et de tout ce qui rend toutes les conditions, encore une fois, qui font de l'adoption un sujet politique et ce qui rend possible l'adoption d'enfants à l'international. Il faut savoir qu'actuellement aux États-Unis, il y a de nombreux scandales qui éclatent, puisque les enfants sont séparés de leur famille à la frontière américaine quand les parents sont déportés vers leur pays d'origine. Et ces enfants-là, étant ensuite mineurs et donc isolés, deviennent adoptables aux États-Unis, sont donc adoptés dans des familles blanches américaines et souvent, justement, les juges statuent en faveur de l'adoption pour ces enfants qui ont bel et bien des parents. C'est juste que les parents étaient renvoyés au Guatemala, au Mexique, etc. Mais comme les parents ne sont plus là, généralement, le juge donne l'accord pour l'adoption au titre que les parents résidaient illégalement aux États-Unis et que c'est bien la preuve qu'ils sont de mauvais parents et que donc leurs enfants peuvent être adoptés à nouveau. Et donc du coup, je suis assez aussi curieuse de voir ce qui va se passer pour les enfants de la caravane, parce que là, c'est un vrai sujet actuellement aux États-Unis, de tous ces enfants qui ont été séparés de force de leurs parents à la frontière et qui ensuite sont adoptés par des familles américaines. Donc, moi, je vous remercie d'avoir accepté de participer aujourd'hui, et j'espère que voilà, ne serait-ce que commencer à poser ces enjeux-là, c'est-à-dire qui a le droit d'être un enfant, qui n'a pas le droit d'être un enfant, qui est considéré comme un bon migrant et qui n'est pas considéré comme un bon migrant, et sur quels critères, c'est-à-dire qui est utile et qui ne l'est pas. Et là, on voit aussi comment le capitalisme rentre dans les politiques publiques, c'est-à-dire que l'utilité, ce n'est pas d'être un être humain et d'être reconnu comme tel et d'avoir des droits en tant qu'être humain, mais c'est est-ce qu'on est productif, est-ce qu'on va rapporter quelque chose au pays d'accueil, donc dans ce cas-là la France, et donc de cette utilité va découler finalement notre reconnaissance en tant qu'être humain. Et donc ça, pour moi, voilà, c'était important de montrer aussi que ceux d'entre nous, alors moi je suis adoptée mais pas à l'international, mais je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles c'est important qu'on commence à avoir ces conversations entre personnes adoptées à l'international, personnes adoptées localement, personnes
personnes issues des foyers et puis mineurs isolés, c'est de montrer que finalement on est tous et toutes sur un continuum et que peut-être que celles et ceux d'entre nous qui ont plus de droits, donc les adoptés, en fait les adoptés on est ceux qui ont le plus de droits et en particulier quand on part d'un point de vue d'enfants, d'ex-enfants étrangers qui deviennent français, bah, les adoptés à l'international ce sont quand même ceux qui reçoivent le plus de protection et qui ont le plus de droits et qui sont du coup celles et ceux qui peuvent faire remonter aussi cette question de qui a le droit à l'enfance ou pas. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette discussion aujourd'hui. Donc maintenant, j'inviterai nos quelques membres dans l'audience, si vous avez des questions ou si aussi vous trouvez s'il y a quelque chose que vous vouliez dire que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas. Et sinon, je vais vous inviter à prendre la parole pour nous poser des questions. Et c'est très libre, hein, ça peut être ce que vous voulez, ou même un témoignage, tout est bienvenu. Ok, ça marche. En fait, on a parlé des enfants issus de la migration, en fait, qu'ils soient adoptés ou primo-arrivants, etc. Et en fait, il y a aussi tous les enfants pupilles d'État, en fait, qui sont aussi laissés comme mineurs isolés. Et comment ça se passe pour eux, en fait, disons, c'était plus une question plus juridique, parce qu'effectivement, il y a plein de jeunes pupilles d'État qu'on invisibilise parce que justement ils ont des papiers, mais au final ils se retrouvent isolés. Il y a même des situations, disons, moi je l'ai vécu en tant qu'enfant adopté, isolé, parce que finalement qu'est-ce qui se passe en fait comme suivi pour justement ces jeunes-là qui se retrouvent seuls dans certaines villes. Qui migrent sur certaines villes, grandes villes, pour essayer d'avoir plus l'espace de s'épanouir, mais qui se retrouvent du coup aussi isolés. Comment vous voyez leur... Oui, alors moi je suis pas spécialiste de la protection de l'enfance en général, mais effectivement il y a beaucoup de problèmes qui sont liés notamment au budget alloué à la protection de l'enfance. La personne que vous mentionniez, que Amandine tu mentionnais tout à l'heure, Lies Louvac, qui, lui, connaît très bien ces problématiques-là. C'est vrai que moi, là, je soulignais le fait qu'il y avait effectivement des traitements particulièrement sévères pour les mineurs isolés. C'est vrai que c'est pas forcément la panacée pour les jeunes français, pupilles d'État ou même juste placés parce que maltraités dans leur famille. En tout cas éloignés de leurs parents. C'est vrai que, en tout cas, la question des études se pose pour eux un peu de la même façon, parce que le but, c'est de les rendre autonomes le plus rapidement possible. Et donc, ils n'ont pas forcément la liberté de choix qu'un autre enfant adopté ou pas, mais dans une famille, et donc dépendent des contraintes budgétaires de l'aide sociale à l'enfance, dont sont aussi victimes les mineurs isolés, parce que c'est vraiment ceux qui sont le moins pris en considération. Mais je dis, mon propos n'était pas du tout de dire ouais. Oui. Des jeunes pupilles d'État, qui sont du coup souvent isolés, que ce soit financièrement, que ce soit dans le suivi psy, que ce soit dans le suivi émotionnel, je ne sais pas comment, disons, affectif. Mais du coup, je pense que c'est aussi une catégorie de personnes qui sont invisibilisées aujourd'hui parce que eux aussi peuvent vivre ce genre de choses. Et les adoptés, on peut aussi parfois avoir du coup ce genre de parcours quand nos adoptions sont considérées comme
raté, ou voilà, des choses comme ça. Mais je pense que c'est en fait toute les politiques étatiques qui ne... D'abord, bon, l'aide à l'enfance, moi j'en parle avec des personnes qui sont responsables, c'est parfois problématique aussi, hein, parce qu'il y a un côté où l'État s'arroge le droit d'entrer dans l'intimité de famille et de décider comment les choses vont se passer, et donc de décider qu'il faut retirer l'enfant pour le bien de l'enfant, mais sans tenir compte d'autres choses. Et puis on sait bien que c'est quand même très influencé par quelle classe sociale, quelle identité ethno-raciale auquel les personnes sont associées, que tout ça rentre en jeu très fortement. Moi, j'ai des amis à l'île de la Réunion qui disaient que quand l'assistante sociale arrivait dans un quartier populaire, les mères disaient aux enfants d'aller se cacher, d'aller vraiment se cacher parce que les assistantes sociales rentraient pour le bien des enfants, trouvaient que la maison n'était pas assez propre, etc., pouvaient prendre l'enfant en disant on vous le retire pendant 2 mois, 3 mois pour les choses. Ou par exemple, si on savait que le père buvait, il y avait des mères qui prenaient, des femmes, des voisines, qui prenaient les enfants chez elles en disant que c'était leurs enfants, parce que de toute façon pour l'assistance sociale, tout ça c'était pareil, hein, tout ça se ressemblait, pour justement que l'assistance sociale ne se dise pas, tiens, mais il y a le père, il boit, on va prendre les enfants. Donc il y a, dans l'aide sociale à l'enfance, il y avait des bonnes intentions, mais c'est traversé par des idées de classe et des idées raciales. Il n'y a pas de raison que cette partie d'une institution d'État ait échappé à ça. Bon, ça c'est une première chose. D'autre part, je pense, pour revenir à la notion d'utilité et d'inutilité, je pense que les politiques de l'État et les politiques du capital sont vraiment de diviser les gens entre ceux qui vont être utiles et ceux qui ne vont pas être utiles. Et donc, si on ne va pas donner beaucoup de budget aux aides à l'enfance, qui de toute façon en plus sont peut-être aussi conçues de manière problématique, même si parfois on peut comprendre qu'il puisse y avoir une aide à l'enfance, mais comment dire l'aide à l'enfance, comment ça a été conçu, qui sont les agents de cela, Et ensuite, la question que vous posez, c'est la question de l'isolement et de la solitude, qui sont de toute façon des productions, je veux dire, le monde dans lequel on vit ne fait que produire de ça. Donc comment on va se battre contre ça? Parce que, bon, évidemment, les pupilles de l'État, les adoptés, les migrants, les mineurs isolés, mais un nombre énorme, si vous voulez. On peut dire que le monde actuel produit de la solitude et de l'isolement, et que donc comment on va y répondre? Et je ne pense pas que c'est les institutions étatiques qui répondront réellement à la demande que vous formulez, et qu'il va falloir reprendre justement qu'est-ce que ça veut dire de s'entraider. Et du coup, dans l'idéal de ce mois des adoptés, on aurait eu des tonnes de tables rondes et de panels. Mais justement, une des discussions qui avait été prévue, c'était d'avoir une discussion croisée, toujours avec des responsables, soit de groupes ou soit des personnes qui avaient été mineurs isolés, avec des personnes comme l'IS, avec des personnes issues de l'adoption nationale, etc., pour essayer de faire un peu justement un panel de tous ces cas des personnes qui ont des rapports avec l'aide sociale à l'enfance et de comment est-ce que ces personnes sont suivies ou non, dépendamment de est-ce qu'elles sont françaises ou pas, est-ce qu'elles sont placées ou est-ce qu'elles sont adoptées, pour qu'on arrive à voir un peu les différences. Parce qu'effectivement, là j'ai retrouvé mes chiffres. Donc en France, c'est 1 SDF sur 4 qui a un parcours au sein de l'aide sociale à l'enfance. Donc la question de la façon dont sont traitées les personnes qui sont placées en foyer et de qu'est-ce que ça va donner pour la suite de leur vie, elle se pose tout à fait. Et puis les pupilles de l'État, donc c'est-à-dire les mineurs isolés français, coûtent 140 € par jour, quand les enfants de nationalité étrangère coûtent bien 17 € par jour. Ça, je me souvenais, et reçoivent donc, en tout cas à Paris, ces fameux tickets kebab, qui est encore aussi un autre sujet. Donc ne serait-ce que ça, par exemple, la différence de sommes qui sont dépensées pour les mineurs isolés français et les mineurs isolés étrangers, et ensuite effectivement la différence de suivi qui est fait pour les familles d'accueil et les familles adoptantes. Donc effectivement, toutes ces questions-là, en fait, elles ne sont pas encore vraiment posées dans l'espace public. Donc là, je pense que nous, on a aussi un travail du côté, effectivement, des associations ou des personnes adoptées ou des personnes qui ont été des mineurs isolés, etc., de se rencontrer, d'apprendre à se connaître, de voir ce qu'on a en commun aussi dans nos parcours, de voir où est-ce qu'on a effectivement plus de privilèges qui nous permettent d'aborder ces questions dans l'espace public. Mais c'est sûr que ça va vraiment être... Enfin, moi, je suis certaine que ça va être abordé et que plus on va vouloir en parler,
plus on va voir aussi où sont les manquements. Moi, j'ai découvert ça par l'IS. Je ne savais pas qu'il y avait des telles différences de traitement entre personnes adoptées et personnes placées en foyer. J'ai appris ça, mais, je veux dire, relativement tard dans ma vie, il y a peut-être 3 ans, quoi. Moi, je voulais juste revenir sur une chose par rapport à l'utilité qu'on trouve aux jeunes et aux distinctions qui s'opèrent. Ce qui est assez intéressant dans le droit français, notamment par rapport à, donc, comme je disais, à 18 ans, les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance donc, retrouvent leur statut d'étrangers qui doivent justifier d'une régularité de séjour. Et donc, il y a des dispositifs qui sont différents selon l'âge de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance. Il y a une distinction qui est faite notamment entre avant 16 ans et après 16 ans. Avant 16 ans, si le jeune a été pris en charge, mettons à 14-15 ans, il va pouvoir avoir un titre de séjour qu'on dit de plein droit, c'est-à-dire qui normalement ne doit pas dépendre de la discrétion de l'administration, alors qu'un jeune pris en charge après 16 ans, lui aura un titre de séjour qui lui sera donné par la préfecture de façon discrétionnaire, c'est-à-dire que l'administration a un droit de regard bien plus important pour décider si cette personne finalement mérite d'avoir un titre de séjour. Est-ce qu'il a entrepris des études suffisamment professionnalisantes? Est-ce qu'il peut comme ça avoir un titre de séjour? Et donc c'est assez intéressant de réaliser comme ça que toujours donc cette question d'intégration à partir du moment où le jeune a été pris en charge avant 16 ans, on va considérer qu'il a passé plus de temps sur le territoire et donc il est plus à même de s'intégrer, alors qu'un jeune pris en charge plus tard sera bien moins susceptible. Et donc d'ailleurs c'est ce qu'on constate aussi en pratique, c'est que les jeunes pris en charge à 16-17 ans ont beaucoup moins de suivi administratif. Et par exemple, j'ai été confrontée une fois à un jeune qui avait été pris en charge à 17 ans, à qui l'association qui l'avait pris en charge, donc mandatée par l'État, refusait de l'accompagner pour faire ses démarches pour avoir un passeport. Et or, sans passeport, c'est extrêmement difficile d'avoir un titre de séjour parce que de toute façon, ils savaient qu'ils seraient majeurs dans quelques mois et qu'ils auraient plus à s'en charger. Et donc, l'aide sociale à l'enfance freinait des cas de fer pour ne pas avoir à l'accompagner. Et donc, on voit vraiment comme ça une distinction. Et plus on se rapproche de la majorité, plus on devient un migrant indésirable et plus on a envie de donner de latitude à l'administration pour décider qui a le droit ou non de rester sur le territoire français. Mais ce que vous dites, c'est que ça se prépare, en fait, je veux dire, dans cette distinction déjà faite entre les mineurs, on prépare déjà au fait qu'adulte, celui-là oui, ou celle-là oui, celui-là non, ou celle-là non. Donc il y a déjà... en fait, le statut d'adulte n'est que l'aboutissement de toute une série de discriminations et d'exclusions qui ont été faites et qui ont renforcé l'isolement ou renforcé la solitude ou le non-accès. Sur juste la question d'apprentissage, je me souvenais j'étais à Tours, je crois, et donc avec des personnes qui avaient... Et alors la question, par exemple, trouvant un stage, mais qui était très loin du foyer. Donc, et là, refus d'aider au transport. Donc, se levant à 4 heures du matin pour pouvoir quand même y aller. Et puis aussi, des jeunes femmes qui avaient déjà un enfant. Bon, qui avaient un enfant. Et alors là, c'était impossible, quoi. Donc, à la fois, il fallait qu'elles fassent ce stage, sinon le titre de séjour, mais elles n'avaient pas d'endroit pour poser leur enfant. Donc, en fait, même quand il y avait trouvé un stage, tout ça, que ça avait été tamponné, les difficultés s'accumulaient. C'est-à-dire, en fait, avec pas de prise en compte de toutes ces choses aussi matérielles de la vie quotidienne. Et donc, d'un côté, mais oui, pas de problème, ben vous faites le stage. Et de l'autre côté, toute une série d'obstacles et d'entraves qui faisaient que ça rendait pratiquement le stage impossible et que du coup, certaines personnes y allaient 2 jours, mais n'arrivaient plus à aller 2 jours suivants, donc n'obtenaient pas le certificat à la fin, qui remettait en cause... et donc, toute une série de situations de stress absolument terribles. Oui, moi, par exemple, là-dessus, j'ai constaté aussi dans des personnes que j'ai assistées, mais qui, exactement comme vous l'indiquez, avaient trouvé un stage. Donc déjà, c'est
extrêmement compliqué de trouver un stage, mais ensuite donc était extrêmement loin et à cause de problèmes de transport n'arrivait pas à arriver systématiquement à l'heure, et donc il était mis fin à leur contrat parce que on considérait que le jeune avait manqué à ses obligations, et ensuite la préfecture se fondait là-dessus pour démontrer le manque d'engagement du jeune dans sa formation professionnelle. Et je crois que Diane Malal, tu l'as expérimenté un peu aussi par rapport à ton stage. Oui, c'est vrai ce qu'elle vient de dire. Moi, par rapport à ma situation, je suis de mon CFA et là où j'habite, je fais 1h30 pour y aller. Je suis obligé à me réveiller 5h. De là-bas et au travail aussi, j'ai 40 minutes à faire. Mais heureusement, moi, je parlais à mon association, il faut qu'ils m'aident à trouver un logement. Au moyen, je me mets au milieu, comme ça, ça va être un peu plus facile pour y aller. Voilà, c'est ce qui m'aide beaucoup. Mais sinon, il y a des jeunes qui galèrent beaucoup. J'ai un ami, son association, ils l'ont déplacé là où il était. Du coup, vraiment, il galère beaucoup pour aller à l'école. Et que si tes notes et tes absences dans ton bulletin scolaire, si tu vas à la préfecture, ça peut même tu peux même pas avoir des papiers à cause de ça. Tout ça, ça compte pour t'aider à être régularisé. Et après, sur la situation de mineurs isolés aussi, c'est pas tout le monde qui obtient, qui vont être pris en charge. Il y a certaines, même si tu as tes papiers complets, ça dépend. Tu tombes sur des juges qui ne veulent pas te prendre. Juste ne veulent pas te prendre parce que par rapport au testo-C ou je sais pas, au testo-C, j'ai un ami, il a ses papiers complets, il a tout. Le juge lui a dit, je ne compte pas là-dessus, je compte sur le testo-C. Et il a fait le testo-C, ça n'a pas marché, du coup, il n'a pas été pris en charge. Ça, je pense qu'effectivement, on n'a pas parlé du test osseux. Si tu peux faire un petit point là-dessus, Maude, parce que là aussi, quand même, ça rappelle de sacrés mauvais souvenirs pour les personnes issues de l'esclavage, de la colonisation, etc. Donc, un peu expliquer sur quoi on se base, sachant qu'en plus, c'est quand tu parlais des mesures contradictoires. C'est-à-dire que dans certains cas, le juge va dire mais le test osseux n'a pas de validité scientifique. Donc, quand le test osseux prouve que la personne est mineure, il est disqualifié comme n'ayant pas de valeur scientifique. Et à l'inverse, comme le dit Diane, si quelqu'un a un dossier qui est parfait, mais qu'on ne veut pas le prendre, là, on va sortir le test osseux pour dire « Ah ben non, le test osseux a prouvé que ce n'est pas un mineur, donc en fait, on n'a pas à le prendre en charge. » Ouais. Alors, c'est vrai que le test osseux, c'est une problématique extrêmement importante au niveau des mineurs isolés étrangers. Les pratiques des juges varient énormément. Il y a des juges qui accordent une importance totale, d'autres qui se rangent sur l'avis de la communauté médicale. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les jeunes qui ont été rejetés de la première évaluation, qui font une demande de prise en charge au niveau du juge des enfants, la plupart du temps, donc, il va y avoir une évaluation pour essayer de déterminer si oui ou non ils sont mineurs. Et donc, il y a deux choses principales sur lesquelles les juges se fondent. C'est soit l'expertise documentaire, soit ou le test osseux. Le test osseux, en fait, c'est une radio du poignet et des dents qui est faite donc sur les jeunes. La question du consentement est extrêmement problématique parce que comme ce que je vous disais, en principe, un mineur sans responsable légal, on peut pas faire il peut pas subir d'acte médical sans consentement, et ça, on leur oppose à volonté quand il s'agit de prise en charge demandée par eux, de prise en charge médicale. En revanche, quand il s'agit d'une ordonnance par le juge de faire une radio à quelqu'un qui donc reste présumé mineur, là, il n'y a pas de problème. Donc, on leur fait une radio des dents et du poignet. Et ensuite, cette radio est comparée à un atlas qui a été réalisé dans les années 50 sur un public nord-américain pour déterminer, selon la croissance osseuse, l'âge de l'enfant.
Donc déjà, c'est inutile de dire à quel point c'est problématique de se fonder sur un atlas comme ça fait à une telle époque et sur un public particulier. En plus, la communauté médicale là-dessus est quand même totalement univoque. C'est de dire que l'âge physiologique n'est pas forcément le même que l'âge historique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des retards de croissance et qui donc vont avoir un âge osseux de quelqu'un de 14 ans alors qu'ils en ont 30, et inversement, des gens qui ont des pathologies qui font qu'ils ont un âge osseux bien plus tard. Donc ça... Tout discrédite la validité scientifique de ces tests. Et en plus, admettons que si c'était fait sur des enfants nord-américains dans les années 50, même pour ça, ce test-là reconnaît une marge d'erreur à 2 ans. Et donc, quand on a 17 ans, bah, voilà, un an près, on décide si on est mineur ou majeur. Et donc ces tests-là restent pour beaucoup de juges des enfants un point central sur lequel fonder leur décision de prise en charge ou pas. En plus de ça, moi je voudrais en profiter pour parler de l'expertise documentaire. C'est aussi quelque chose de très problématique et qui touche, à mon sens, la question de la reconnaissance de la souveraineté des États d'où viennent les jeunes. C'est que, en principe, dans le Code civil, il est dit que tout document étranger fait foi jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on devrait, en principe, quand on reçoit un acte d'état civil, par exemple, considérer qu'il est présumé vrai. Or, ce n'est absolument pas le cas, et il y a des expertises systématiquement demandées sur les actes de naissance, notamment, pour vérifier, parce qu'on considère que quand même l'état civil, par exemple, voilà, dans le pays d'où vient Diane Malal, qui est la Guinée, l'état civil guinéen n'est pas du tout probant. Il y a des discours comme ça de la part de l'administration française, et donc qui pose quand même une question fondamentale, qui est de savoir si la France reconnaît ou pas la souveraineté de la Guinée, et pour être capable de fournir des actes d'état civil. Effectivement, il est possible que les documents d'état civil ne soient pas établis de la même façon qu'en France, mais ce n'est pas aux autorités françaises, enfin à mon sens, ce n'est pas aux autorités françaises de se mêler de la façon dont un pays, on verrait mal la France considérer que les actes d'état civil américains, enfin états-uniens, sont contrefaits et sont des faux, et ordonner systématiquement l'expertise documentaire de documents présentés par des ressortissants américains. Donc voilà, c'est encore une preuve d'une gestion totalement différenciée selon le pays d'origine et de nationalité des personnes, et qui donne lieu à des scènes, et des décisions extrêmement problématiques, même au regard juste du droit français comme il est actuellement. Mais je trouve que là, ce que tu poses là comme question aussi, c'est vraiment important, parce que ça montre la rencontre entre science, enfin une science, c'est-à-dire l'intervention du monde médical, et d'un monde médical, parce que nord-américain des années 50, ça devait être que des enfants blancs en plus, bon, avec la loi, la police, le tribunal. Et qu'on voit comment tout ça se soutient, quoi. C'est pas simplement donc la loi, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions autour qui se prêtent à ce jeu, parce que sinon ça serait pas possible. Ça serait pas possible. Donc, et le rôle des médecins est très important là-dedans. Effectivement, il y a des médecins qui, et d'ailleurs c'est totalement leur droit, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une ordonnance du juge, donc je suis obligée de le faire, mais il y a de plus en plus de médecins qui refusent de le faire, et d'ailleurs les associations font souvent appel justement à la responsabilité individuelle des médecins pour dire, voilà, refusez de pratiquer ces tests quand vous savez en plus à quoi ils vont servir derrière, et c'est vrai qu'il faut avoir conscience de participer à un système particulièrement discriminatoire et problématique. Et c'est vrai que c'est une question majeure, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Merci. Oui, pour revenir sur... il y a plusieurs réflexions qui me sont arrivées. La première, c'est celle qui est en toile de fond, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les pressions qui sont aujourd'hui faites sur les mineurs isolés, elles découlent clairement d'une posture hyper raciste de l'État français vis-à-vis des personnes étrangères. Et comme du coup, il y a plus de protection pour les mineurs, il y a beaucoup de personnes qui fraudent, et comme beaucoup de personnes fraudent, on durcit de plus en plus. Et ça, c'est juste une réflexion que j'ai eue. Quand on parlait et qu'on ne le mettait pas en toile de fond, alors que ça me paraissait quand même... la base, elle est là, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même ce contexte-là qui fait que, du coup, c'est plus compliqué pour les enfants. Et après, sur la question, je voulais aussi revenir sur les aspects économiques, sur le fait que pourquoi tant de différence entre des personnes adoptées à l'international et des personnes qui viennent ici mais qui n'ont pas du coup de parents ou de familles qui les attendent. Alors, il y a non seulement l'aspect économique, ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes adopté, c'est vos parents qui vont assurer économiquement votre prise en charge, et ce n'est pas la collectivité qui le fait, c'est la première chose. Et ensuite, dans une perspective qu'on pourrait dire raciste, c'est-à-dire que l'éducation que vous allez recevoir sera une éducation plutôt blanche et plutôt aussi assez favorisée, puisque les familles adoptantes ont eu assez d'argent pour s'occuper de vous. Et donc du coup, là encore, ce n'est pas la collectivité qui doit prendre en charge le fait que vous rentriez dans le moule, on va dire, de la société. Voilà, c'était juste des réflexions que je voulais partager avec vous. C'est pas vraiment des questions. Mais... Tout à fait. Mais moi, je pense que c'est aussi important d'arriver effectivement à... C'est pour ça que je voulais qu'on ait la perspective aussi historique avec Françoise, de montrer que quand elle parle justement de qui sont considérés comme étant les bonnes familles ou les mauvaises familles, ce que je disais, quelle est la destination des personnes qui sont adoptées à l'international et leur fonction. Et leur fonction, c'est effectivement de pouvoir faire famille, mais dans des familles blanches françaises, pas dans n'importe quelle famille. Parce que par exemple, l'État ne traite pas du tout de la même façon le regroupement familial, ou même ce qu'il considère comme du potentiel regroupement familial caché. C'est-à-dire que quand il va y avoir des demandes d'adoption intrafamiliale, si c'est une famille, voilà, je sais pas moi, mettons un couple mixte avec le père anglais et la mère française, et que le père anglais décide d'adopter son neveu, il n'y aura pas de suivi de l'État qui va soupçonner une politique de regroupement familial. Si par contre un couple malgache décide d'adopter leur neveu de Madagascar, un couple malgache installé en France, eux vont subir tout un ensemble de, on va dire, de procédures de surveillance pour vérifier qu'il ne s'agit pas de regroupement familial caché, parce qu'encore une fois, tout dépend de quelle est la famille qui va accueillir quel enfant. Donc ça, effectivement, c'est au cœur de l'enjeu. C'est non seulement des familles françaises, mais en plus, généralement aussi des familles françaises blanches de préférence, dont on se dit qu'effectivement, ça va permettre... Il y a une histoire aussi assimilationniste dans l'adoption internationale, et qu'on voit aussi pareil dans l'histoire de déplacement des enfants de la Creuse. Il s'agit encore une fois de les déplacer dans un sens bien précis. Moi, ce que j'explique souvent aussi dans la question de l'adoption internationale comme sujet politique, les mouvements d'enfants ne vont que dans un sens. Il n'y a pas de petits Suédois qui sont adoptés en Éthiopie. Les mouvements d'enfants ne vont que du sud vers le nord, que des familles pauvres vers les familles riches. C'est en ça aussi qu'il y a des rapports de pouvoir. Et donc, il s'agit bien effectivement de présupposer qui visent à assimiler ces enfants. C'est pour ça que j'ai commencé en disant pourquoi ce ne sont pas les parents qui se déplacent. Parce que là aussi, on voit cette question de s'il s'agit de faire famille avant tout, ben, ça peut être à la famille de découvrir ce que c'est que de devenir l'autre. Mais c'est pas ça qui se passe. Il y a même des personnes qui ne font pas le voyage dans le pays de départ de leurs enfants, qui se font d'une certaine façon juste livrer les enfants à l'aéroport. C'est un rapport particulier aussi, ne serait-ce qu'à la découverte des origines de son enfant. Qu'est-ce que ça veut dire de même pas avoir été voir le pays dans lequel l'enfant est né? Mais aussi pour votre remarque, quand on parlait de cette question de qui a droit à être un enfant, qui a droit à l'enfance, il y a aussi cette construction d'endroits, de pays où les enfants sont très maltraités et donc de les sauver, de les adopter, en les adoptant, on les sauve d'un sort terrible. Alors qu'au même moment, il y a ici, sur le trottoir, des enfants qui dorment et qui sont maltraités, comme tous les deux vous en avez parlé, vous avez décrit. Donc c'est aussi cette construction aussi de là-bas, d'une construction de là-bas où ça se passe mal, et on va donc la position aussi non seulement de sauver, de ce que tu décrivais Amandine, mais aussi de sauver. D'être dans une position, donc dans une bonne position. Après tout, on va sauver une petite fille ou un petit garçon d'un sort terrible. Mais cette construction obscurcie, masque, comment ça s'est fabriqué? Pourquoi ces enfants, pourquoi les enfants à Haïti, pourquoi il y a une telle misère en Haïti ou ailleurs? Et aussi ce qui se passe ici.
C'est-à-dire ici, où les enfants sont maltraités ici par l'État. Je veux dire, c'est pas dans leur famille, parce que bon, la maltraitance dans les familles, c'est une chose. Mais ici, c'est maltraité toutes ces histoires de mineurs isolés ou d'enfants dont on se passe mal, ou pourquoi finalement des enfants qui ont 1h30 à faire pour aller à l'école, des écoles qui sont mal fichues par rapport à des écoles qui sont mieux fichues. Enfin, je veux dire, la question des enfants ici, en France même, c'est pas la peine, ou dans les territoires dits français. On a évoqué Mayotte, La Réunion, c'était un département français quand ça s'est passé, c'était dans les années 60, ça s'est arrêté dans les années 80. Aujourd'hui, il y a les enfants en Kanak, où il y a des problèmes. Il y a les enfants donc en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane aussi, les enfants des migrants brésiliens ou des migrants haïtiens. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher très très loin. On peut le regarder dans la République française même, la manière dont l'État traite sa propre enfance et comment il y a des distinctions entre les enfants qui méritent une bonne vie et les enfants qui n'ont pas besoin d'un bon accès à la santé, d'un bon accès à l'éducation, d'un bon accès aux loisirs, comme on le signalait, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller jouer, qu'il n'y a pas de piscine pour eux, il n'y a pas de stade. Je veux dire, c'est effectivement des choses très concrètes dont on parle. On ne parle pas du tout de manière abstraite, je pense. Je pense que ce qui était intéressant aussi, et c'est peut-être ce qui vous a perdu, mais moi je pense que c'est important d'arriver à le faire dans l'espace public, c'est de voir comment plein de sujets sont liés. Quand on se demande qui a le droit d'être un enfant, on peut aussi regarder ce qui se passe en banlieue en France, parce qu'il y a un traitement des mineurs isolés, mais il y a aussi un traitement de la jeunesse non blanche en France, où on voit que des jeunes gens peuvent se faire tirer dessus par la police parce qu'il suffit d'être noir et un peu grand pour devenir une cible. Donc je veux dire, toutes ces questions-là, c'est important d'arriver à les lier en fait, parce qu'effectivement, elles peuvent ne pas apparaître de prime abord comme ayant un rapport, mais en fait, elles en ont un. Et justement, quand on appartient à une minorité, pour nous, c'est difficile de ne pas se voir lié aux autres, parce que nous, on sait que c'est peut-être justement le fruit du hasard qui fait que parce qu'on est adopté dans une famille blanche, il y a moins de violence étatique qui va nous tomber dessus en tant que personne noire, mais on sait qu'elle risque de tomber sur tous les autres noirs. Ils sont comme nous, ils n'ont juste pas été adoptés dans une famille blanche. Donc c'est pour ça aussi que nous, on voit un rapport beaucoup plus direct et beaucoup plus évident avec ces cas-là, alors qu'effectivement, certaines personnes peuvent se dire, c'est quoi le rapport entre les garçons noirs en banlieue, les mineurs isolés et les adoptés? Il y en a un, parce qu'à partir du moment où nous, on est noirs, on se dit, on fait tous partie de la même communauté. Il se trouve juste que certains d'entre nous ont des privilèges parce que l'histoire de leur arrivée en France ou de leur arrivée dans certaines familles, elle est liée à certaines politiques qui les ont favorisés eux, mais juste de façon, on va dire, complètement aléatoire. Et je donnerai aussi un autre exemple qui m'a fait penser à la question aussi politique sous d'autres angles. Effectivement, qui sont les bons parents et à qui est-ce qu'on va, qui est-ce qu'on va plus facilement épier et quel même pays va le plus facilement se remettre en question? En France, et ce sont les chiffres du ministère de la Justice, là je les ai recherchés dans mes notes aussi, le nombre d'enfants morts des suites de violences, c'est 136 par an. 136 par an, c'est quand même très élevé. Donc et ça, c'est aussi en sachant que c'est une estimation basse, puisqu'on ne pratique pas d'autopsie systématique sur les nourrissons en France. Donc en fait, si on pratiquait ces autopsies, il y aurait vraisemblablement bien plus que 136 enfants qui meurent dans leur famille chaque année. Je veux dire, ces enjeux-là, par exemple, on a réussi à faire un sujet politique du nombre de femmes qui sont tuées par leur mari chaque année, etc. Quand on parle des droits des enfants, quand on parle justement d'une perspective humanitaire, on pense toujours à aller sauver les enfants dans les pays du Sud, dans les pays pauvres, etc. Alors que les droits des enfants en France, il y a énormément de sujets. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que c'est normal, éthiquement, d'accepter qu'on vit dans un pays où certains enfants, l'État dépense pour eux 17 € par jour, pour d'autres enfants, ils dépensent 140 € par jour, et puis pour d'autres, c'est inquantifiable, parce qu'à partir du moment où nous, on est Français, on a tous les droits des Français, donc accès à la sécurité sociale, notre scolarité qui est prise en charge depuis notre enfance, etc. Qu'est-ce qui nous distingue, nous, enfants adoptés, d'un mineur isolé ou d'une personne placée en foyer? Mais à un moment donné, on a tous été des enfants, et à un moment donné, on a tous été des mineurs isolés. Et donc, qu'est-ce qui fait, si ce n'est encore une fois que la chance, que nous, on ait des droits, et que les autres qui ont presque le même parcours que nous n'aient pas ces droits? Donc c'est en ça aussi que c'est politique et que c'est important de rapprocher ces situations, parce qu'en fait, il n'y a rien qui distingue l'expérience de Diane Malal et la mienne, si ce n'est qu'on n'a juste pas eu la même chance, et que moi, je suis adoptée, et que lui, il est venu en France tout seul. C'est la seule différence de nos parcours. C'est tout.
Et ça, je pense que ça pose quand même... Enfin, la question doit être posée et amenée, encore une fois, par les adoptés, parce qu'on est ceux qui ont le plus de privilèges et qui sommes en mesure de monter ce genre d'événements et de discussions. Oui, ça sort des principes abstraits, parce que, de nouveau, moi je dis les droits à l'enfant ou l'aide à l'enfance, ce sont des politiques d'État qui, en fait, distinguent, excluent, instituent des différences de classe, de race, de genre, mais très fortement. Quand on voit, je veux dire, le fait que l'État se soit arrogé le droit d'entrer dans l'intimité des familles, ils n'entrent pas dans l'intimité des familles du 16e arrondissement, comme ils sont rentrés dans l'intimité des familles de ces enfants de la Creuse, qu'on appelle ainsi, enfin, qui sont quand même des adultes. Et aujourd'hui encore, l'État se permet d'entrer dans l'intimité de familles, dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales, au nom de la protection, sans tenir compte avec des idées préconçues, avec un cadre d'idées préconçues. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de maltraitance des enfants, je dis qu'il y a tout un appareil idéologique qui fait peser un soupçon d'abord sur certaines personnes, sur certaines familles, et qui se sont arrangées. Une dernière chose, beaucoup dans ce qu'on appelle les départements d'outre-mer, il y avait des arrangements, comme on dit, c'est-à-dire que une sœur mourait, la sœur prenait l'enfant, s'en occupait. On connaît ça, vraiment, c'est des arrangements. On ne passait pas par le tribunal, on ne passait pas par la loi. L'État a commencé à intervenir dans les années 80. Et en enlevant les enfants qui avaient grandi, leur tante, c'était devenu leur mère. Ça s'arrangeait comme ça. Ou alors, par exemple, on adoptait un enfant parce qu'on voyait que ça se passait mal dans la famille. La famille disait oui. C'était des arrangements. Voilà. Et tous ces arrangements ont été interrompus par la loi. Donc je pense aussi que ce que Amandine lance est très important parce que c'est non seulement qui a droit à l'enfance, mais qu'est-ce qui fait famille? À partir de quand on décide de qu'est-ce qui fait famille? Mais enfin, pourquoi je veux dire, famille, c'est effectivement protéger un enfant, que l'enfant ait droit à une bonne santé, qu'on l'emmène jouer, enfin toutes les choses de l'enfance. Mais pourquoi l'État doit décider que c'est ça, la bonne famille, c'est ça? Et que de toute façon, il doit y avoir mariage. Donc même, par exemple, pour les couples du même sexe, il va falloir peut-être aussi que ça soit marié, tu vois, parce que... Oui, parce que est-ce que les arrangements... donc, qu'est-ce qui fait famille? Qu'est-ce qu'on a décidé qui faisait famille? Qu'est-ce qui faisait liens familiaux? Qu'est-ce qui faisait que l'enfant baigne dans un endroit où cet enfant se sent protégé? C'est quand même ça qui est le principal. C'est pas de dire un papa, une maman. Je voulais juste... Ah oui, parce que moi, je suis désolée, mais on va devoir terminer. Donc, on va... C'est ça, on intervient toutes les deux sur une table ronde après celle-ci. Donc, bon, pas la même, mais on va devoir y aller. Donc moi, je voudrais vraiment remercier encore une fois Diane Malal Coulibaly, Maud Angliviel et Françoise Vergès d'avoir pris du temps cet après-midi pour venir discuter avec moi et avec vous. Et puis, je vous remercie d'être venus parce que voilà, c'était pas nécessairement un horaire facile, mais c'est vraiment important qu'on puisse commencer à avoir ces discussions, puis qu'on puisse les diffuser et qu'on puisse poursuivre la réflexion globale et puis d'essayer de se trouver des terrains de lutte commune entre ex-mineurs isolés avec des histoires différentes. Voilà, merci beaucoup. Merci.